Hello mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tueur en série. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous emmène en Australie pour vous parler d'Ivan Milat, qui a fait 7 victimes qui étaient tous des backpackers, ce qui lui a valu le nom de Backpackers Killer. Alors, vous le connaissez? Non? C'est parti! Tout commence le 20 septembre 1992 lorsqu'un groupe qui était en train de faire une course d'orientation découvre un cadavre en décomposition dans la forêt de l'état de Belanglo. La police enquête sur ce meurtre et le lendemain, les agents Roger Go et Suzanne Roberts découvrent deux nouveaux corps à 30 mètres du premier cadavre. Évidemment, les médias s'emparent très rapidement de l'affaire et suggèrent qu'il s'agit de deux autostoppeuses britanniques disparues depuis avril 1992, Caroline Clark et Joanne Walters. Il faut savoir qu'en Australie, à cette période, il y avait beaucoup de disparitions, dont un couple d'Allemands, désolé si j'écorche les noms, un couple d'Allemands, Gabor Neugbauer et Anja Abschied, qui étaient disparus un petit peu après Noël 1991, une Allemande qui était seule, disparue depuis plus d'un an, Simone Schmidt, et aussi un jeune couple victorien, Deborah Everest et Jan Gibson, qui eux étaient disparus depuis 1989. Déjà, on se rend compte qu'il y a pas mal de disparitions et si je vous parle d'un tueur en série, vous doutez bien que vous serez peut-être amené à réentendre ces noms par la suite. La police a évidemment fait son travail et a confirmé ce que les médias avaient avancé. Il s'agit bien de Caroline Clark et Joanne Walters. Joanne Walters avait été poignardée 35 fois et Caroline Clark avait été abattue de plusieurs balles dans la tête. Pendant les 5 jours suivants, la police a retourné les forêts de l'état de Belanglo à la recherche de preuves et d'informations afin d'identifier le tueur. Cependant, ils n'ont rien trouvé. Un an plus tard, en octobre 1993, un habitant de la région, Bruce Prior, trouve un crâne et un fémur dans un endroit particulièrement reculé de la forêt. L'homme revient sur les lieux avec la police et très rapidement, deux autres corps sont retrouvés et identifiés. Il s'agit de Deborah Everest et James Gibson. Si vous avez retenu les noms que je vous ai donnés il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit du couple victorien dont je vous ai parlé. La présence du corps de Gibson était un peu une énigme pour la police car ils ont retrouvé son appareil photo ainsi que son sac à dos au bord d'une route à Galston Gorge, dans une banlieue nord de Sydney, et cette banlieue est située à près de 100 km de l'endroit où ils ont retrouvé son corps. Ce qui prouve que le tueur l'a pris probablement en stop à l'endroit où la police a retrouvé son sac à dos et son appareil photo, qu'il a fait un bout de chemin avec cette personne et qu'ensuite il l'a tué et jeté dans la forêt 100 km plus loin. Le 1er novembre 1993, le sergent de police Jeff Trichter trouve un crâne dans une clairière et ce crâne appartient à Simone Schmidt, l'Allemande dont je vous ai parlé au début. Elle avait été vue pour la dernière fois le 20 janvier 1991 alors qu'elle était en train de faire du stop. Autre énigme pour les policiers, les vêtements que Simone portait n'étaient pas les siens, ils appartenaient à une autre autostoppeuse allemande, Anja Abschied, dont je vous ai aussi parlé en début de vidéo. Simone Schmidt a été tuée de plusieurs coups de couteau dans le torse. 2 jours plus tard, le 3 novembre 1993, les corps d'Anja Abschied, 20 ans, et de son petit ami Gabor Neugbauer sont retrouvés 50 mètres plus loin, dans des tombes peu profondes. Anja avait été décapitée et son petit ami Gabor avait été abattu de plusieurs balles en plein visage. En moins de 2 mois, il y a 5 meurtres à résoudre. Et heureusement pour la police, il y a des similitudes entre les crimes. Ce qui laisse penser que les meurtres ont été commis par la même personne. Ou plutôt les mêmes personnes, car la police était persuadée que les tueurs étaient deux. Comme je vous l'ai dit, il y a des similitudes entre les meurtres. Les corps étaient posés face cachée, les mains derrière le dos et recouverts de brindilles et de fougères. L'étude médico-légale a par la suite déterminé que chacune des victimes avait de multiples blessures causées par arme blanche au niveau du torse. À côté de chaque corps, il y avait un campement, ce qui laisse penser que le tueur passait du temps avant et après avoir tué ses victimes
Et en plus de ça, on a retrouvé des douilles du même calibre autour des victimes. La liste initiale de suspects comporte 230 noms, ce qui est énorme. Et heureusement pour les policiers, il va y avoir 2 témoignages qui vont être déterminants. Le 13 novembre 1993, la police reçoit un appel d'un Anglais, Paul Onions, qui avait voyagé quelques années auparavant en Australie. Et il a un truc très intéressant à leur avouer. Le 25 janvier 1990, Paul Onions faisait du stop pour aller jusqu'à Sydney quand un certain Bill lui propose de l'avancer jusqu'à Canberra. Paul, qui ne se soucie de rien, monte dans la voiture et il aurait pu se faire tuer. Au sud de la ville de Mittabong, Bill braque Paul avec une arme. Ce dernier parvient à s'échapper, notamment grâce à une automobiliste qui passait par là, Joanne Berry, et qui donc le prend en voiture et s'enfuit. Il signale ensuite son agression à la police et son témoignage va être appuyé par un autre témoignage anonyme d'une femme qui conseille à la police d'aller fouiner un petit peu du côté d'Ivan Milat. Ok, stop. Depuis le début, je vous parle de victimes retrouvées. Là, je vous parle d'un certain Ivan Milat. Mais en fait, qui est Ivan Milat? Avant de continuer l'enquête, je vous raconte ça. Ouais, c'est cadeau. Ivan Milat est né le 27 décembre 1944 à Guildford en Australie et il grandit dans une famille de 14 enfants. Milat est décrit comme un beau garçon musclé qui est fasciné par la chasse et les armes à feu et qui prend grand soin de son apparence. Les parents de Milat travaillent dur et beaucoup et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 14 enfants à gérer, ça doit être assez compliqué. Donc Milat et ses frères avaient la réputation d'être sans foi ni loi dans leur quartier. À mesure que les enfants grandissaient, la famille a enduré de nombreuses visites de police dans leur ferme. Boris Milat, son frère aîné, dit de lui que c'est quelqu'un de sournois et sadique. Et il raconte même qu'à l'âge de 17 ans, son frère lui aurait raconté en se vantant un petit peu comment il avait tiré dans le dos d'un chauffeur de taxi de Sydney qui s'appelait Neville Knight et l'homme a fini paralysé puisque la balle en fait s'est logée dans sa colonne vertébrale. L'affaire a eu lieu en 1962 et visiblement c'était la première trace de la carrière criminelle de Milat. On sait aussi que lorsqu'il était jeune, il aimait se cacher dans les hautes herbes pour surprendre les gens à proximité de leur maison et qu'il tuait des animaux avec une machette. En 1971, Milat est poursuivi pour accusation de viol sur 2 autostoppeuses, mais comme l'accusation n'a pas été très convaincante, il a tout simplement été acquitté et l'affaire n'a pas eu de suite. Le 13 avril 1994, un détective va faire bouger les choses lorsqu'il trouve la note concernant les appels de Paul Onions 5 mois plus tôt. Et ce détective, c'est Gordon. Grâce à l'agent Nicholson, il récupère plus de détails sur cet appel et la police de Bowral va confirmer que Richard Milat travaillait ce jour-là, mais que par contre, Ivan Milat ne travaillait pas. Milat devient rapidement suspect, d'autant plus que la police apprend qu'il a purgé une petite peine de prison en 1971 pour le viol des autostoppeuses, donc la police va se décider à creuser et à suivre cette piste. On sait aussi que lui et son frère faisaient partie d'un gang de la route le long de l'autoroute entre Sydney et Melbourne, qu'il possédait une propriété à proximité de Belanglo et qu'il avait vendu son 4x4 Nissan Patrol peu de temps après la découverte des corps de Clark et Walters. Une source proche du suspect a affirmé à la police que ce dernier était obsédé par les armes et donc la police a décidé de suivre cette piste. Lorsque le lien entre Paul Onions et les meurtres de Belanglo a été établi, la police a demandé à Paul de revenir en Australie pour qu'il puisse les aider à faire avancer l'enquête. Le 5 mai 1994, Paul Onions identifie Milat comme étant Bill, celui qui l'avait pris en stop et qui avait tenté de le tuer. Milat est arrêté le 22 mai 1994 à son domicile à Eagleville avec l'aide de 50 policiers, dont des agents lourdement armés de l'unité des opérations tactiques. Ça rigole pas, hein? Les maisons des frères de Milat ont été fouillées par plus de 300 policiers. Et dans la maison de Milat, les enquêteurs ont retrouvé une cache pleine d'armes, dont notamment un fusil de calibre 22, du même type utilisé pour les meurtres. Ils ont aussi retrouvé des vêtements, du matériel de camping et des caméras qui appartenaient aux victimes de Milat. Le 23 mai 1994, Milat plaide non coupable pour vol et possession d'armes et le 30 mai,
il est reconnu coupable pour les meurtres des 7 backpackers. Et là encore, il plaide non coupable. Comment tu peux plaider non coupable pour possession d'armes alors que la police a retrouvé des armes chez toi? Et comment tu peux plaider non coupable pour ces meurtres sachant que tout se recoupe? En mars 1996, le procès de Milat débute et dure 15 semaines. Et la défense de Milat consiste à dire « Ce n'est pas moi, j'ai rien fait, c'est ma famille, là c'est mon frère Richard Milat, mais c'est pas moi. » Oui, parce qu'il a accusé son frère. Son frère aîné, Boris Milat, est le seul à avoir témoigné contre lui et donc à avoir brisé le code Milat puisque tout le reste de la famille continue de le clamer innocent et ils vont même jusqu'à dire qu'il est victime d'une conspiration. Boris Milat a d'ailleurs dit « Ils sont tous lâches, tous les Milat connaissent la vérité, chacun d'entre eux ». Le 27 juillet 1996, un jury déclare Milat coupable de meurtre et il est reconnu coupable pour tentative d'assassinat, de séquestration et de vol sur la personne de Paul Onions. Et pour ces 3 accusations, il va recevoir 3 peines de prison de 6 ans chacune. Pour le meurtre des 7 backpackers, il est condamné à la perpétuité pour chaque chef d'accusation, chaque peine consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. En gros, il va en prison et il y reste jusqu'à la fin de sa vie. Son incarcération n'a pas été de tout repos et dès son arrivée à la prison de Maitland Gaol, il se fait frapper par un autre détenu. Un an plus tard, il fait une tentative d'évasion aux côtés d'un trafiquant de drogue et d'un ancien conseiller municipal de Sydney, George Savas. Et Savas est retrouvé pendu le lendemain dans sa cellule. Milat, lui, est transféré dans un centre de sécurité maximale à Goulburn, en Nouvelle-Galles du Sud. Pendant son incarcération, Milat a fait appel car il considérait que sa défense n'avait pas été suffisante et qu'elle constituait même une violation de son droit à la représentation juridique. Mais la cour n'était pas d'accord avec ça et donc elle a rejeté tous ses appels. Le 26 janvier 2009, Milat se coupe le petit doigt avec un couteau en plastique. Il avait l'intention de l'envoyer à la haute cour et quand il arrive à l'hôpital, les médecins considèrent qu'ils ne peuvent rien faire pour lui et donc il est renvoyé en prison et il n'a plus de petit doigt. Ce n'était pas la première fois que Milat se blessait en prison, il avait déjà avalé des agrafes, des lames de rasoir et d'autres objets métalliques. En 2011, parce que Milat veut une PlayStation, il fait une grève de la faim. Évidemment, il n'obtient pas sa PlayStation et il perd 25 kilos. Visiblement, ce n'est pas le seul dans sa famille à tuer des gens, puisqu'en juin 2012, son neveu, Matthew Milat, est condamné à 43 ans de prison après avoir tué un ancien ami d'enfance avec une hache. Le juge statua que le meurtre avait été commis de façon cruelle et brutale et seulement par plaisir personnel et que les 10 dernières minutes de la victime se déroulèrent dans l'horreur et d'imaginables tourments. Et vous savez où le corps a été retrouvé? Dans la forêt de l'état de Belanglo. Milat est décédé en prison le 27 octobre 2019 à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous attends en commentaire pour vos réactions et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, et aussi en ce moment il pleut à torrent sur mes Velux et on sait très bien que pluie plus Velux c'est pas ouf niveau son, donc j'espère que ça aura été.